Sur les eaux de la mer Rouge, l'ordre mondial est en train de vaciller. Au rythme d'un chant devenu viral, scandé par des hommes en sandales qui défient les porte-avions américains. Mani bali, mani bali, mani bali, waj'alouha harban kubra alamiyya. Un chant qui veut dire qu'on n'en a que faire, on n'en a que faire, on n'en a que faire. Faites-en une guerre mondiale majeure s'il le faut. Face à cette audace héroïque, qui fait perdre des milliards de dollars à l'Occident et paralyse le commerce global, la question n'est plus seulement militaire, elle est anthropologique. Comment en est-on arrivé là? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons tenter une expérience intellectuelle. Nous allons regarder le Yémen, non pas avec les yeux du géopolitologue, qui lui voit des missiles, des combats, des frontières, mais cette fois avec ceux de l'anthropologue. La question qui nous anime est celle-ci. Comment le mouvement Houthi, qui est né au cœur des tribus zaïdites du nord du Yémen, a-t-il réussi à transformer l'ordre tribal traditionnel pour instaurer un pouvoir politico-religieux centralisé? C'est une énigme. Et pourquoi est-ce que c'est une énigme? Parce que le Yémen est une terre de tribus, historiquement réfractaire à l'État, et pourtant, sous nos yeux, un État est en train de naître. Pour résoudre cette énigme, nous allons mobiliser une boîte à outils théorique assez exigeante. Nous allons utiliser les concepts de tribu et de segmentarité chers à Evans Pritchard. Nous allons parler de société contre l'État avec Pierre Clastres. Nous analyserons le charisme et la violence légitime avec Max Weber. Et nous verrons le rôle du sacré avec Émile Durkheim et Maurice Godelier. Nous appuierons aussi notre démonstration sur les travaux les plus récents des spécialistes du Yémen, tels que Marie Ekbrandt, Laurent Bonnefoy ou encore Franck Mermier. Notre présentation se fera en 3 étapes. D'abord, nous planterons le décor, le contexte tribal et l'identité zaïdite. Ensuite, nous appuierons nous analyserons la mécanique du pouvoir Houthi, comment l'idéologie et la violence ont refaçonné la société. Enfin, nous ferons un pas de côté pour comparer ce phénomène avec les talibans en Afghanistan, car selon moi, les ressemblances restent assez frappantes. Commençons par la base, le terrain social du Nord-Yémen. Donc, est-ce que la tribu est un archaïsme ou la modernité? Quand on parle de tribu, on a souvent une image fausse, celle d'un monde primitif. L'anthropologue Maurice Godelier nous met en garde. Le concept reste assez flou, mais il est incontournable. Comme le soulignent Del Eckelman et Hochem Daoud, la tribu au Moyen-Orient n'est pas un vestige du passé. C'est une structure moderne, vivante, qui s'adapte à la guerre et à l'État. Au Yémen, la tribu se définit par la parenté. C'est un groupe qui partage un ancêtre commun, mais c'est surtout une structure de solidarité politique. Le nord du Yémen fonctionne selon un modèle précis, la segmentarité. C'est un concept classique d'Evans Pritchard, observé chez les Nuer en Afrique, mais qui s'applique parfaitement ici. Imaginez des cercles qui s'emboîtent. Le proverbe bédouin nous le résume parfaitement. Moi contre mon frère. Moi et mon frère contre mon cousin. Moi, mon frère et mon cousin contre l'étranger. C'est ce qu'on appelle la solidarité à géométrie variable. Si je n'ai pas d'ennemi extérieur, je me dispute avec mon voisin. Si un ennemi arrive, je m'allie avec mon voisin. Les alliances se font et se défont. C'est un système assez élastique. Historiquement, ces tribus des hautes terres, les confédérations de Hachid et Bekil, sont assez puissantes.
Elles gèrent leurs propres conflits grâce au urf, le droit coutumier. Elles n'ont pas besoin de la police de Sanaa. C'est là qu'il faut convoquer Pierre Clastres dans son œuvre majeure, La société contre l'État. Clastres explique que les sociétés tribales s'organisent consciemment pour empêcher l'émergence d'un chef tyrannique. Elles maintiennent le pouvoir dispersé. La guerre segmentaire sert paradoxalement à préserver l'indépendance de chacun. Le Yémen tribal, c'est ça, un équilibre permanent pour éviter d'être avalé par un pouvoir central. Mais il y a un deuxième acteur, la religion. Le nord est zaïdite, une branche du chiisme. Pendant 1000 ans, jusqu'en 1962, cette région a été dirigée par un imam. Attention, l'imam n'est pas un chef de tribu. Il est issu de l'Sada, c'est un sayyid, en gros un descendant du prophète. Donc il détient une autorité religieuse sacrée. Mais traditionnellement, l'imam n'a pas d'armée permanente. Pour gouverner, il doit négocier avec les tribus. C'est un contrat social fragile. L'imam apportait la bénédiction divine et les tribus apportaient les armes. Et c'est sur ce terreau complexe, des tribus jalouses de leur liberté et une aristocratie religieuse respectée, que va naître ce mouvement, le mouvement Houthi. Passons à la deuxième partie. Comment le mouvement Houthi a-t-il bouleversé cet équilibre séculaire? Nous commençons à nous intéresser par la genèse. Les jeunes croyants. Tout commence dans les années 90, avec une organisation de jeunesse qui sera nommée les jeunes croyants. Leur but initial n'est pas la guerre, mais la défense de l'identité zaïdite face à la montée du salafisme venu d'Arabie Saoudite. Leur leader, Hussein el-Houthi, est lui un sayyid. Il va radicaliser le mouvement après l'invasion de l'Irak en 2003, avec ce fameux slogan « Dieu est grand, mort à l'Amérique, mort à Israël, Allahu Akbar, mout l'Amérique wa mout l'Israël ». Ce slogan n'est pas anodin, il désigne un ennemi absolu, ce qui permet d'unifier les tribus. Hussein est tué en 2004. Il devient instantanément un martyr. Ici, nous sommes au cœur de la théorie de Max Weber. Hussein incarne la domination charismatique. Ses partisans lui obéissent non pas par coutume ou par loi, mais parce qu'ils croient en ses qualités extraordinaires, quasi prophétiques. À sa mort, c'est son frère, Abdelmalik el-Houthi, qui reprend le flambeau. Weber appelle ça la routinisation du charisme. Le charisme ne disparaît pas, il se transmet et s'institutionnalise. Abdelmalik devient du coup un guide, un imam, et il cumule les deux légitimités. Légitimité traditionnelle, il est descendant du prophète, et la légitimité révolutionnaire. Il est le chef de la résistance. Donc, comment ce groupe a-t-il pu se souder malgré le fait que ce sont des tribus assez rivales? Et ça s'explique par le sacré. Émile Durkheim évoque que le religieux crée une effervescence collective. Les Houthis organisent des cérémonies grandioses, la fête de Ghadir, la Ashura. Ils créent une communauté de foi qui dépasse la communauté de sang. Les combattants Houthis ne se battent plus seulement pour leurs cousins, avec cette logique tribale, mais ils se battent pour Dieu, avec une logique religieuse. Et c'est ici que la rupture anthropologique est la plus forte. En prenant le pouvoir à Sanaa, en 2014, les Houthis ont fait ce que les tribus refusaient depuis toujours. Ils ont construit un État coercitif. Ils ont instauré le monopole de la légitime violence, enfin la violence légitime, le critère de l'État selon Weber. Et ça comment? En cooptant les chiites dociles et en éliminant impitoyablement les récalcitrants. Assassinats, destruction de maisons, ils ont remplacé le droit coutumier, le urf, par leur supervision directe. Pour le dire avec les mots de Pierre Clastres, la société contre l'État a perdu la bataille.
Un pouvoir séparé, autoritaire et centralisé s'est imposé. Pour valider notre analyse, il est indispensable de faire un pas de côté. Ce qui se passe au Yémen est-il unique? La réponse est non, bien évidemment. Regardons les talibans en Afghanistan. La ressemblance est assez saisissante. On a des tribus, les tribus pashtunes, segmentaires, fiers de leur autonomie, régies par un code d'honneur, le Pashtunwali. On a des étudiants en religion, les talibans, qui vont émerger dans le chaos de la guerre civile. Et on a l'utilisation de la charia pour briser le tribalisme. Les talibans, comme les Houthis, ont dit aux tribus, vos coutumes, elles nous divisent. L'islam, lui, nous unit. Ils ont neutralisé les chefs de tribus traditionnels, les Khans ou les Maliks, pour installer des moullas et des commandants religieux. Enfin, les moullas étant des commandants religieux. Dans les deux cas, on assiste à la naissance de ce qu'on pourrait appeler un régime théologico-tribal. C'est un régime hybride. Il utilise la tribu pour fournir les soldats, la base sociale, mais il utilise aussi la religion pour fournir le commandement, la tête politique. Comme le notait Gilles Doronsoro, pour l'Afghanistan, ou Laurent Bonnefoy pour le Yémen, la tribu n'est plus une force autonome capable de défier l'État. Elle est devenue un instrument au service d'un projet politique et idéologique. En conclusion, si nous reprenons notre problématique initiale, comment passe-t-on de la tribu à l'État au Yémen? L'anthropologie politique nous donne les clés. Ce n'est pas seulement une victoire militaire, c'est une mutation structurelle. Les Houthis ont réussi une synthèse redoutable entre tradition et révolution. Ils ont réactivé le vieux réflexe de la segmentarité, s'unir contre l'ennemi extérieur. Ils ont mobilisé la puissance du sacré et du charisme pour légitimer leur autorité absolue. Et ils ont utilisé la violence moderne pour briser les contre-pouvoirs traditionnels. Étudier les Houthis à travers Weber, Clastres ou Godelier nous permet de comprendre que derrière les fracas des armes, il y a des forces profondes qui sont mises à l'œuvre. On y voit comment le sacré reste au XXIe siècle l'un des plus puissants carburants pour construire un État. C'est pour reprendre une image classique, l'alliance éternelle du sabre et du goupillon, revisitée cette fois à l'heure des drones et de la guerre asymétrique. Au final, ce que nous disent les Houthis, c'est peut-être la fin d'une illusion. Une illusion occidentale selon laquelle l'histoire marche tout droit vers l'État-nation, la démocratie et la sécularisation. Nous pensions que la tribu et le sacré étaient des vestiges du passé, voués à disparaître dans un musée de l'histoire. Nous avions tort. Le Yémen nous prouve que la modernité politique peut prendre un tout autre visage. Un visage hybride, une sorte de chimère politique qui est assez redoutable. Car regardez ce qu'ont fait les Houthis. Ils n'ont pas détruit l'État pour revenir à la tribu, et ils n'ont pas détruit la tribu pour imposer l'État. Ils ont réinventé une troisième voie, la théocratie de milice. Un système capable de tirer des missiles hypersoniques, tout en chantant des poèmes ancestraux. Un système capable de paralyser le commerce mondial en mer Rouge, avec une économie de guerre et une idéologie du martyr. Cela nous amène à une question pour l'avenir, et ça bien au-delà des frontières du Yémen. Si la société contre l'État de Pierre Clastres a échoué, et si l'État-nation importé d'Occident a échoué, sommes-nous en train d'assister au Moyen-Orient, et peut-être ailleurs, à l'avènement durable de ces États guerriers, des entités fluides, sans frontières fixes, fondées non plus sur le contrat social ou la loi, mais sur la fusion incandescente
de la foi et de la force. Et si c'est le cas, alors les Houthis ne sont pas une anomalie archaïque. Ils sont peut-être paradoxalement l'avant-garde d'une nouvelle ère de conflit où le politique se réenchante par la violence. Et ça, c'est une leçon anthropologique qui nous force à regarder en face. Merci de m'avoir écouté.